Donc ce soir, on va vous présenter la prédiction de branche. Car quand on pense le plus souvent au processeur, on pense calculer rapidement, faire encore des calculs, je ne sais pas. Mais alors qu'il fait énormément de paris. Le processeur passe son temps à parier sur la prochaine exécution qui va se faire. Et donc voilà, on n'est pas des micro-architectes, mais on se disait que ça pouvait être assez intéressant de vous présenter d'abord comment fonctionnait une pipeline, et ensuite qu'est-ce que c'est que la prédiction de branchement. Donc ici, on a un code, mon processeur veut l'exécuter, donc donc on a un pointeur qui va suivre l'exécution du programme. Première étape, on charge dans le processeur l'instruction, on la décode pour savoir quel type d'instruction c'est, donc on décode du binaire. Et là, ensuite, on exécute. Donc, est-ce que c'est une addition, une soustraction? On a des portes binaires qui s'en occupent, enfin, tout du nom. Et donc, ensuite, les résultats de nos calculs, on les remet dans les registres. Et... Tu vas trop vite. Ah, pardon. Et là, on parle même pas des chargements mémoire ou des lots en mémoire, mais c'est déjà très long. Et finalement, c'est assez compliqué, surtout qu'on fait tout ça sur un cycle d'horloge. Donc, on a toutes nos portes logiques, on arrive là, on revient là. Et donc, pour simplifier un peu toutes ces exécutions, donc dans les années 60, ils ont mis des pipelines. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pipeline? C'est juste ajouter des bandes registres. Donc, ça permet de partitionner un peu l'information. Et donc, une instruction qui va passer dans cet étage, à chaque coup d'horloge, va passer à l'étage suivant, et une autre instruction va être ici. Donc, au même moment, on a par exemple ici, on a une pipeline à 5 étages. Donc 5 étages, c'est un peu un découpement classique de pipeline. On a des pipelines qui vont de 10 souvent pour les processeurs embarqués comme on aurait chez ARM dans les téléphones, jusqu'à des pipelines de 20 étages. Et donc ce qui permet d'avoir 5 instructions qui sont exécutées en même temps, dans un monde parfait. Et en plus, ça permet d'avoir des circuits beaucoup plus simples, parce que en fait, ça permet, entre nos deux... Ouais, en fait, entre deux étages, au lieu d'avoir besoin de récupérer des instructions, de les décoder, de les exécuter, on fait juste des petits bouts de toute cette chaîne. Et du coup, on a beaucoup moins de portes logiques. En fait, après, ce qui fait qu'aussi la longueur critique, c'est la largeur de notre étage. Et donc, il y a beaucoup moins de portes logiques dedans. C'est aussi ce qui permet de... Pardon. Ici, pour un micro-architecte, le but, c'est d'optimiser... c'est d'optimiser les performances du processeur. Donc, on veut avoir à la fois beaucoup d'étages pour avoir donc à chaque fois un étage plus simple. Mais on veut aussi... on sait aussi qu'il y a des dépendances entre les instructions, donc on peut pas... Plus on a d'étages, plus on a d'instructions qui s'exécutent en même temps, et donc plus on a de dépendances, et plus c'est compliqué pour le compilateur d'ordonner... et pour tout ce qui se passe avant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dépendance? Un grand classique, c'est le read after write. Donc là, on a 2 instructions à l'assembleur assez classiques. Donc là, on a A2 et A0, on les soustrait et on met dans T1. Et là, on lit dans T1 pour l'additionner à 3 et le mettre dans A0. Donc on fait avancer nos 2 instructions jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Et on voit donc que add, il va avoir besoin de la valeur de T1. Mais au lieu de prendre la valeur de T1 dans le banc de registre précédent, il va vouloir le résultat de sub. Donc il va vouloir le résultat dans le registre d'après. Et donc pour ça, on voit donc directement aller chercher dans ce banc de registre-là au lieu d'aller chercher dans le banc de registre précédent. Et donc là, on voit qu'il y a toute une logique qui complique la pipeline. Et donc on aimerait... et donc ça, c'est des choses qui sont optimisées par le compilateur, qui essaye d'éloigner un petit peu, vite fait. Mais nous, on n'y réfléchit pas en tant que développeur. Ça, c'est sûr. C'est pas notre problème. Et donc un autre type de dépendance dont on peut parler, ça va être tout ce qui est branchement. Donc là, c'est un branchement assez classique où on évalue la valeur de registre. Mais donc on ne sait jamais ce qui va se passer si après on exécute add ou sub. Et en fait, on va le savoir que quand on va exécuter cette instruction, ce qui se passe ici. Donc en fait, ici, on ne sait pas laquelle décoder, on ne sait pas laquelle fetch, laquelle décoder, avant d'être arrivé ici. Donc là aussi, en fait, le processeur va être obligé d'insérer des NOP, d'attendre des cycles d'horloge. Donc on perd aussi... donc là aussi, c'est ce qu'on appelle un branchement. Autre exemple,
Un JAL-R, c'est les tables, ça fait penser aux tables virtuelles en C++. Donc, on sait dans une table virtuelle. Donc, pour savoir quelle fonction on appelle, on a une table avec tous les pointeurs de fonctions. Et donc, on ne sait pas vraiment où on va sauter. La valeur, en fait, elle est stockée dans un registre dans le processeur. Donc, on évalue la valeur qui est dans le registre et on a l'adresse dans laquelle on va sauter. Et donc là, encore une fois, il faut l'exécuter. Ou même parfois, on n'a pas forcément besoin d'exécuter comme un jump classique. Donc, par exemple, à la fin d'un if, à la fin d'un for, on veut revenir au début de la boucle for où on évalue la condition. Et donc, ça va juste être un jump pour revenir à l'exécution qui démarre le for. Et là, en fait, c'est au moment du décode qu'on va savoir qu'on a un saut obligatoire. Mais donc, on a encore cette dépendance. C'est juste là, on n'a qu'un seul nop, on a une seule instruction de perdue. Et voilà. Donc là, on a vu comment fonctionnait à peu près une pipeline et les problèmes de dépendance que ça crée. Et donc là, la seconde partie, ça va être Ouais, Lucas qui on va va la parler faire. des branchements. Alors, on trouve principalement 3 catégories de branchements. Enfin, on pourrait les redécouper en plein d'autres catégories. Mais principalement, en fait, on va trouver les branchements inconditionnels directs. Donc, c'est les branchements, on sait qu'ils vont être pris et on sait où on va. C'est le cas quand on appelle une fonction telle quelle, quand on fait un goto, ou quand on revient au début d'une boucle. On va trouver les branchements conditionnels directs. Donc, on sait qu'on va avoir un non, pardon. On sait où on va, mais on ne sait pas si on y va. C'est le cas d'un if ou de la condition d'entrée d'une boucle. Et enfin, on a les branchements inconditionnels indirects. Donc ça veut dire que on sait qu'on va aller quelque part, mais on ne sait pas où on va aller. C'est le cas par exemple des retours, des returns, des pointeurs de fonction, ou aussi des appels virtuels, généralement. Alors bien sûr, on peut y implémenter de plein de manières, mais ça on laisse au compilateur le choix. Nous on va principalement parler des branchements conditionnels directs. Du coup l'idée c'est, si on revient à ce qu'expliquait Camille, généralement on est forcé d'attendre, voilà, on attend le résultat, donc si on revient au branchement conditionnel, on est forcé d'attendre le résultat qui s'est produit dans un étage execute avant de pouvoir continuer à fetch des instructions, à les décoder, et en fait on perd énormément de temps. Voilà, je veux dire, pendant ce temps le processeur fait rien, et on n'a pas envie, on a envie qu'il continue à dépiler des instructions. Du coup, quitte à perdre du temps, on va essayer de prédire laquelle de ces deux issues va se produire. Voilà. Touk. Et en fait, pourquoi ça marche la principale raison sur le pourquoi ça marche, c'est parce que notre code est pas trop aléatoire. En fait, il y a des patterns et on peut les trouver, on va pouvoir les trouver. De toute façon, on ne pourra pas faire mieux que si on a un branchement qui est réellement aléatoire, on ne pourra pas le prédire, parce que si on est capable de le prédire, il n'était pas aléatoire. Et d'ailleurs, on peut se poser même la question de pourquoi il devrait être aléatoire. Donc, dans l'idée, quand on envoie, par exemple, imaginons on a une appli qui envoie des messages en réseau, il y a de grandes chances que l'envoi d'un message soit très très lié à l'envoi du prochain message ou à l'envoi du message précédent. Et pareil, la réception d'un message, je veux dire, on va trouver des liens assez forts, y compris sur des choses qui sont apparemment des fois pas toujours très liées quand on est humain. Je me suis amusé à faire quelque chose. Tac. Alors, c'est juste pour y retrouver. Je me suis amusé à lancer ça, donc on va juste regarder sur une décompression d'un fichier zip. Hop. J'entre mon mot de passe. Hop, il existe déjà. Hop. Ce que ça nous apprend, déjà, chose intéressante, c'est qu'on voit qu'on a à peu près une instruction sur 7 qui a un branchement. Et on n'a pas eu de temps de branchement non pris. Ça prend en compte tous les branchements. Donc ça va être les conditionnels directs, les inconditionnels, c'est tous les branchements. C'est comme ça. Et notamment, je me suis amusé aussi avec celui-là.
Voilà, c'est génère un vecteur aléatoire avec une proportion donc, de 50% de 0 et de 1. Et en fait, le prédicteur de branchement ne peut pas faire mieux que 50% parce que on a quelque chose qui est juste aléatoire. Vous le voyez peut-être mal. Et quelque chose qu'on peut se dire, c'est ça a un vrai impact d'un point de vue performance. Alors c'est pas un benchmark parfait, hein, qu'on soit d'accord. Mais si on s'amuse à regarder notamment la caractéristique donc, des instructions par cycle, on voit qu'elle est, si on a un code aléatoire, vraiment on va la casser. Donc là on est à 1,6, là on est à 2. Donc c'est-à-dire que d'un côté, avec des branchements donc, qui sont pas prédictibles, on perd énormément de performance. Je veux dire, on passe de 2 instructions par cycle à 1,6, c'est absolument énorme. Voilà. Et du coup, quelle stratégie on peut mettre en place pour prédire des branchements? Alors, vu que c'est quelque chose qui arrive très tôt dans la pipeline, généralement on n'a accès qu'à l'adresse de notre branchement. Donc le prédicteur de branchement, l'algo, va devoir marcher uniquement avec l'adresse de notre instruction. Donc les premiers processeurs, c'est simple, ils ne les prédisaient pas. Donc c'était statique, c'était le compilateur qui gérait ça. Généralement, c'était pas pris. Alors, si quelqu'un a vécu à cette époque-là et s'était intéressé, peut-être qu'il s'en souvient, je sais pas, si c'était quelque chose qu'on regardait avant. Une meilleure métrique, c'était de se dire les branchements en arrière, on les prend, et ceux en avant, on les prend pas. Et l'idée, c'est juste de prendre les boucles. En fait, une boucle, on revient en arrière. Donc voilà, quand on a des boucles, on va prendre les branchements qui reviennent en arrière. Et les branchements vers l'avant, c'était les if, et donc on ne les prenait pas. Mais on peut commencer à essayer d'avoir des algorithmes un peu plus avancés. Donc c'est notamment en se basant sur une idée, c'est que le passé d'un branchement va nous donner son avenir. C'est presque philosophique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est, je vais mettre comme ça, c'est on va avoir une table, donc on va remplir de 0 et 1 pour dire pris ou pas pris. Et à chaque fois qu'on va rencontrer un branchement, donc on va indexer cette table. Alors bien sûr, elle est plus petite que la taille de l'espace possible des adresses d'instruction. Donc il y a des collisions possibles. Et en fait, la prochaine fois qu'on croise le même branchement, on aura juste à lire cette table et de se dire je vais faire la même chose que la dernière fois. Le problème de ce genre de choses, c'est que ça manque un petit peu d'inertie. C'est-à-dire que si jamais on prend un branchement une fois sur deux, on va être très mauvais pour plein de cas de base. Du coup, une idée, c'est au lieu d'avoir juste 0 ou 1, c'est d'avoir un petit automate, donc c'est 4 valeurs. Et on va plus ou moins pencher vers soit on va pas du tout vouloir prendre le branchement, soit on va vouloir très très fortement le prendre. Je sais pas si c'est clair, c'est pas forcément évident comme ça. Du coup, ça nous donne la vie des branchements. On va dire ça nous donne une vision très locale, parce que c'est chaque instruction. Mais en fait, régulièrement, un branchement est lié à d'autres branchements précédents. Par exemple, si je suis passé par ce chemin de code, il y a de grandes chances que je passe par un autre chemin de code. Et en fait, on va avoir envie de garder cette information. Donc, on peut avoir donc un historique global, où on va enregistrer les valeurs de tous les branchements pris par le processeur. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau branchement, donc bien sûr, on a une taille, cet historique qui ne peut pas être infini. Donc, on va juste shift notre registre. Une première idée, du coup, c'est juste d'indexer. Alors, la slide porte mal son nom, pour l'instant. C'est d'indexer le petit automate qu'on avait précédemment par l'historique global. Et en fait, ça marche assez bien. C'est pas si mauvais que ça. Mais ce qui marche encore mieux, en fait, c'est de combiner les informations globales et les informations locales, donc les adresses des instructions. C'est ça le gshare. Donc c'est un prédicteur qui marche super bien et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans plein de CPU, notamment pour l'embarquer, parce que il est très peu coûteux
et il donne des très bons résultats. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision où on va détecter des patterns à travers l'ensemble de nos branchements grâce à ça. Il y a une infinité, enfin une infinité, non, pas une infinité, mais il y a énormément de prédicteurs de branchements possibles et imaginables. Voilà, C'est un sujet qui est développé depuis les années 80. ouais, celui-là, enfin, je crois qu'il a été découvert peut-être dans les années 90. Alors, bon, j'ai voulu parler de lui. Déjà, pour les prédicteurs avec des perceptrons, pour deux raisons. C'est qu'on en trouve énormément dans des processeurs de haute performance. Je sais pas si sur les dernières architectures, peut-être qu'ils les ont abandonnés. Mais surtout, ça permet de dire qu'on a un CPU qui fonctionne avec une IA dernière cri. Par exemple, un idée de prédicteur avec c'est d'avoir juste une table de perceptrons et d'indexer cette table de perceptrons par l'adresse de notre instruction. Bon, quelque chose assez simple. Puis de faire un produit scalaire avec l'historique global et d'obtenir une prédiction. Et en fait, ça marche super bien. Et bien sûr, une fois qu'on a le résultat de la prédiction, revenir et entraîner en fait notre petit perceptron pour qu'il puisse prédire encore mieux. Il y a énormément de prédicteurs possibles et imaginables. Dans les idées, par exemple, on peut avoir des prédicteurs qui sont dédiés à des boucles. On peut avoir plusieurs prédicteurs et un méta-prédicteur qui va choisir en temps réel lequel utiliser. On peut avoir plusieurs prédicteurs, un qui a une latence très faible et un qui a une latence plus élevée. Donc celui qui a une latence très faible, il sera un peu moins précis, mais il nous permettra d'aller vite, donc de récupérer vite des nouvelles instructions. Et celui qui a une latence plus élevée, il servira à corriger le premier, tout simplement. J'ai mis le nom, donc le TAJ, je sais pas comment ça se prononce en vrai. C'est un peu celui de référence, alors il y en a d'autres de référence, mais qui est vraiment très bon dans les prédicteurs de branchement. Je me suis amusé un petit peu, il y a régulièrement des tournois sur de la prédiction de branchement. Donc, par exemple, il y en avait un en 2015 que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple à prendre en main. Et il y en a eu le dernier de cette série était cette année, donc je crois en mai. Si jamais vous voulez le code, il se trouve à cet endroit-là, parce que sur leur site, les liens sont morts. Et notamment, je me suis amusé, alors c'est juste pour différents prédicteurs de branchement, je me suis amusé à tracer un petit peu leur performance. Alors là, c'est des prédicteurs bas budget. Donc déjà, ce qui ressort, c'est que notre petit prédicteur où on disait backward taken et forward not taken n'est pas si mauvais, parce que on arrive assez bien à s'en sortir. Puis dans ceux que je trouvais intéressants, c'est donc le TAJ, donc même avec un petit budget, en fait il est super efficace. Et là on retrouve le G-Share, donc c'est pour ça qu'il est en fait encore utilisé dans l'embarqué, c'est que il est plutôt très efficace et il coûte vraiment pas cher. Et pour des prédicteurs haute performance, on peut descendre au niveau du pourcentage d'erreur assez facilement. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, c'est comment on fait pour déclencher le prédicteur de branchement, parce que savoir si on a un branchement, ça se fait au moment du décode. Donc on ne le sait pas. Je veux dire, à ce moment-là, on n'a aucune information de est-ce que j'ai un branchement, est-ce que j'ai une addition, on ne sait pas du tout. Voilà. Donc là, on a notre prédicteur de branchement. Et du coup, la plupart des processeurs implémentent une structure. Alors, ça va varier, mais dans l'idée, c'est à peu près tout le temps la même chose. C'est un petit buffer qu'on va venir interroger systématiquement pour savoir si on a un branchement ou pas. Et notamment, on va pouvoir mettre des informations supplémentaires, notamment l'adresse où on va. Donc, quand on a juste un jump, on va pouvoir dire va tout de suite à cette adresse, parce que on a déjà l'information dans notre table. Et ou quand on a un retour, va regarder le pointeur, va regarder sur ta pile d'appels, et c'est là-bas qu'on va aller chercher la prochaine instruction. Enfin voilà, ça va permettre de faire toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que ce petit étage fetch va savoir quoi faire en fait. Oui. Bon.
alors des pratiques tirées notamment des guides de Intel et de AMD, c'est de faire du benchmark si jamais vous cherchez à optimiser vos prédictions de branchement et d'éviter d'avoir du code trop aléatoire sur des chemins critiques. Notamment, on peut faire comment ça s'appelle on peut essayer de supprimer les branchements, donc avec en x86 des conditional move par exemple. Mais ça, bon, souvent c'est le rôle du compilateur de le faire. On a moins de contrôle en C++ sur ça. Et potentiellement de faire attention à la gestion des cas exceptionnels. Par exemple, ce qu'on disait sur le branch target buffer, l'idée ça va être de créer une entrée dans ce buffer uniquement si on a pris un branchement. Donc si on prévoit qu'un branchement ne va pas être pris, on va vouloir insérer un branchement qui ne sera pas pris. Je ne sais pas si c'est clair. Et comme ça, on déroulera le flow de notre programme. Par exemple, admettons, on a un bout de code sur un chemin critique, on nous passe un pointeur, et on veut checker s'il est nul ou pas. Il y a toutes les chances que ce pointeur soit jamais nul, mais par sécurité, on le check. Et on aimerait avoir un branchement qui ne sera pas pris. Et généralement, il faut que je retrouve la souris. Je me suis amusé avec ça. Ouais, je peux zoomer. Hop. Sur cette instruction. Donc, ce bout de code, ce else, c'est du RISC-V. C'est assez facile à comprendre. Donc, ça veut dire branch equal. Donc, on branche si on est égal. Et ça veut dire que, vu que ce chemin de code a peu de chances d'arriver, on a voulu mettre le code d'après derrière. Déjà, ça permet d'un point de vue cache, on va récupérer l'instruction d'après. Donc si jamais, on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup plus de code, du coup, faudrait aller loin. Ça serait pas forcément terrible. Et si on le met en likely, il passe en branchement si pas égal. Donc on regarde s'il n'est pas égal à 2. Là, on fera le branchement. Et sinon, on va aller chercher l'instruction d'après qui est un retour. Voilà. Donc ça peut avoir un impact. Alors encore une fois, ça se benchmark et surtout, il faut vérifier nous-mêmes, vérifier le code qui est généré parce que le compilateur va choisir. Et probablement, si le compilateur choisit quelque chose, il sera meilleur que nous pour le faire. La plupart des optimisations là-dessus, c'est juste de mettre autre sur le compilateur finalement. Voilà. Les sources qui nous ont servi, donc les guides d'Intel, le cours de nos profs, donc en école d'ingé. Et alors, il y a d'autres choses, mais dans les sources remarquables, notamment que je vous conseille si le sujet vous intéresse, c'est le papier de l'architecture RISC-V, Sonic Boom. Donc voilà, c'est très intéressant à regarder, c'est très abordable, c'est pas très difficile à comprendre. Aussi pour voir la pipeline classique CVA6 qui a vraiment ce qu'on a présenté. Ouais, tu peux le dire plus fort. J'en ai pas. Ah, t'as vu le micro Oui. Si, je l'ai toujours. Ouais, Camille disait qu'il y a aussi la pipeline du CVA6. Qui est très semblable. On le retrouve dans les puces, je crois. Ouais, dans les cartes puces. Donc en fait, ces branchements, on les retrouve énormément dans par exemple, les processeurs de cartes puces. Parce qu'en fait, c'est vraiment pour l'embarquer qu'on a des branchements qui coûtent aussi peu cher. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va rendre le micro. Ouais, il faut rendre un micro. Peut-être les deux. Je sais pas si vous avez des questions. Ouais. Tiens. Je le garde à la main celui-là, comme ça on pourra échanger. Là, vous avez beaucoup parlé des branchements qui sont faits par le processeur qui, comme vous l'avez dit, n'a pas beaucoup d'informations sur le code, il voit juste l'instruction courante. Alors que le compilateur, il a une vision beaucoup plus globale. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une idée de dans quelle proportion les branchements sont juste décidés par le processeur ou le compilateur est capable avec des infos plus haut niveau, je ne sais pas, détecter par exemple que là c'est un chemin d'erreur parce que ça va finir par une exception et que du coup c'est probablement un chemin, et donc même si on ne met pas manuellement un likely, est-ce qu'on a une idée à quel point le compilateur aide le processeur là-dessus ?
Un bon test, un benchmark, ce serait de prendre un code quelconque, le mettre en O0, regarder le nombre de jumps avec les outils de lui présenter, et après faire la même chose avec un O3. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le même nombre de jumps, qu'il y a, qu'il y a certaines fonctions qui vont être enlevées, qui vont... Je crois que le comportement qu'on observe ici, généralement par défaut, quand on a juste un if quelque chose, j'avais un peu regardé avant cette présentation, parce qu'avec une collègue, on s'est posé la question. Souvent, ils génèrent un branchement non pris dans nos cas, quand on s'intéresse. Et puis il y a les fonctions qui, par exemple, dès qu'on enlève une fonction ou qu'on la met inline, on enlève des jumps, et donc des branchements. Mais du coup, vous savez pas, par exemple, s'il y a un if quelque chose throw, est-ce qu'il utilise le contenu du if pour jouer sur le branchement? Parce que si le if conduit à un throw, c'est que probablement il ne va pas être pris. Enfin, est-ce que vous avez une idée s'il y avait des algos un peu plus haut niveau qui permettent de faire ce genre de choses? Peut-être quelqu'un En fait, ça rejoint un petit peu la PGO ou Profile Guided Optimization. Ouais, en fait, ce que tu proposes, je pense que ça rejoint pas mal le concept de PGO, où en fait tu vas avoir un run qui va te créer un profil utilisable par le compiler pour en fait optimiser encore plus la prise de la gestion des branches et autre chose. Enfin, je pense que ça se rejoint un peu. Sauf que le PGO est basé sur des données. Alors moi, je pensais, et ça va certainement faire ce genre de choses, mais je pensais qu'il y avait des choses basées sur des heuristiques plus que sur des données qui permettaient déjà, même sans faire de profile guided, d'avoir des choses intéressantes. Et j'ai aucune idée de la réponse. Moi non plus. Alors après, généralement, dans beaucoup des compilos, il y a certaines optimisations, ça vient de sujets de thèse, de gens qui ont passé des années à étudier juste notre optimisation qu'on est en train de faire, des fois même plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. Est-ce que je n'ai pas les connaissances pour le dire? Par contre, il y a une époque où dans les instructions, on pouvait donner des hints aux prédicteurs de branchement. Aujourd'hui, alors potentiellement, vu que c'est sur certains jeux d'instructions, c'est peut-être encore supporté d'un point de vue juste pour supporter le code binaire legacy, mais le CPU va les ignorer. Il ignorera si on essayait de donner une instruction, en fait, les algos de prédiction, même s'ils sont pas si difficiles que ça, ils sont assez simples. De toute façon, on va à la vitesse d'un processeur et ils sont bien meilleurs. Ils ont une vue dynamique. C'est un peu le truc quand on a, je sais pas, en Java avec la compilation in time. Voilà. Au niveau des read-write, les compilateurs ils peuvent espacer les dépendances de données. Donc ça permet d'optimiser aussi le fait qu'il y ait moins d'infos, mais c'est pas vraiment d'avoir du barbecue dans ces cas-là. Mais je crois qu'il y a aussi, dans le fait d'ordonner les instructions avant les if et après les if, ça les compilateurs savent très bien faire. Et ça peut aider aussi là-dessus. Ouais, et de toute façon, le CPU lui-même va réordonner les instructions. Et le seul cas où il ne réordonne pas les instructions, c'est, je crois, en C++, quand tu utilises des opérations atomiques, tu peux dire que tu veux qu'elles soient exécutées dans quel ordre, et là, il ne pourra pas jouer dessus. Et là, on aura plus ces optimisations. Je sais pas du tout exactement. J'ai pas une bonne vision de ça. Mais dans l'idée, ouais. On va pouvoir... En fait, le CPU a une vision dynamique que nous, on n'aura jamais en tant que développeur, ou même au niveau d'un compilateur. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Merci. Donc, le CPU va réordonner les instructions en fonction des résultats qu'il y a eu sur les différentes branches, c'est ça? Alors, ça, c'est quoi, c'est super scalaire? Alors, aucune idée des heuristiques qu'ils utilisent pour le réordonnement des instructions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les processeurs modernes, donc nous, on a accès à un certain nombre limité de registres. Eux, en fait, en interne, ils en ont beaucoup plus. Donc, ils ont plein de registres pour les opérations arithmétiques et plein de registres pour les opérations flottantes. Donc, nous, on n'a pas. Et ça leur sert notamment à supprimer les dépendances de données, comme on avait une des premières slides. Ça permet de supprimer ces dépendances de données. Et après, comment ils vont les réordonner
Je sais pas. C'est un peu la magie. Et un peu au niveau du. Enfin, souvent, ça, c'est des optiques qui sont faites au niveau du compilot. C'est un étage. Alors, ça va être un étage de notre pipeline, hein, le fait de renommer les registres et le fait de réordonner les instructions. Sachant que là, nous, on a un modèle qui est très gentil où on récupère les instructions une à une. En réalité, un CPU, il va en récupérer plein en même temps, il va en exécuter plein en même temps. Il y a plusieurs étages de pipeline et là, le CPU est super scalaire. Donc en fait, il exécute 3 instructions en même temps. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que si on regarde, hein, quand j'ai lancé le mini bout de code tout à l'heure, on avait 2 instructions par cycle. Je ne sais pas si ça a surpris des gens de découvrir ça, mais voilà, on dépasse une instruction par cycle parce que on est capable d'exécuter plusieurs instructions dans le même cycle. D'accord. Et aussi, le CPU va prédire les branches en fonction d'un historique, c'est ça, par rapport au... Ok. Aux tables, les tables, est-ce qu'il y a plusieurs tables par condition? Alors, en fait, vas-y, si tu veux. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plusieurs. Enfin, on pouvait prédire différemment, donc avec plusieurs mécanismes de branchement. Et donc dans les processeurs, enfin, même dans un processeur de petites cartes comme ça, on va avoir en fonction du type de branchement, on va utiliser un mécanisme de branchement, enfin pour prédire le branchement différent et au plus adapté. Donc parce que, enfin, quand on a une boucle for, on s'attend à ce que la plupart du temps, l'instruction juste après la boucle for elle soit exécutée. On ne s'attend pas à sortir de la boucle for, ça arrive moins souvent que quand on reste dans la boucle for. Alors que par exemple, quand on a un if, on a vraiment plus souvent une chance sur deux d'exécuter. Donc les probabilités ne sont pas les mêmes, donc le raisonnement n'est pas le même, et c'est pour ça qu'il y a plein de systèmes de prédiction de branchement. Et que souvent, et donc on a un méta-prédicteur on a tout un système qui va dire ah bah là, j'utilise ce mécanisme-là. Et pour cette autre instruction, j'en utilise une autre. Ces mécanismes-là, ils sont dans les tables ou alors ils sont stockés où? Alors, du coup, c'est ce qu'on disait. Alors, nous, on a principalement parlé de prédiction directe et avec le buffer dont je parlais qui permet de savoir buffers, okay. Si on a une instruction. Ce buffer-là, il permet de savoir si on a un branchement. Quand on a un branchement direct, on lui a mis à l'intérieur l'adresse. Du coup, on va directement utiliser ça. Quand on a un branchement indirect, il y a des prédicteurs spécifiques qui sont faits pour la prédiction de branchement indirect. Tu peux montrer ce qui est utilisé pour choisir le mécanisme de branchement. C'était cette slide-là. Oui, donc ça se fait au niveau du fetch quand on charge l'instruction qu'on la décode. En fait, ouais, on arrive, on a notre adresse parce que à ce moment-là, on n'a que les adresses. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire sur plusieurs cycles. Hein. La prédiction de branchement, on ne va pas toujours être sur un cycle, mais il y a des bouts qui se feront. Voilà, on n'aura que l'adresse, on n'a pas encore le type d'instruction. Et ça va nous dire typiquement quelle instruction, quel prédicteur choisir. Donc là, par exemple, si on détecte qu'on a un retour, ce qu'on va faire, c'est on va aller interroger. On a une pile d'appels. Donc à chaque fois qu'on fait un appel, on vient ajouter sur cette pile l'adresse à laquelle on est censé revenir. Et comme ça, le CPU a juste à récupérer récupérer cette adresse et il saute directement. Ok, merci beaucoup. Je sais pas si c'est clair. Ouais, une question en fait, est-ce que dans les features du perceptron qui choisit le méta-sélecteur, il y a la longueur, le nombre d'instructions jusqu'au prochain branchement? Je suis pas sûr, dans le perceptron qui choisit le prédicteur. Quand on essaye de choisir quel branchement ou quelle politique de branchement on va faire, est-ce que dans les entrées, on rajoute la longueur qu'il y a jusqu'au prochain branchement en feature? Alors, aucune idée, je sais pas du tout. Je sais pas parce que ça veut dire qu'il faut lire le code en avance sur Ouais. la suite. Ouais, justement, c'est ça la question. Donc, dans les petits processeurs, quand on regarde un processeur de carte puce, je sais que c'est pas fait. Après, on peut tout imaginer pour les processeurs très performants. Mais souvent, c'est quand même assez lourd de devoir décoder 10, 20, 30 instructions à l'avance. Bon, même si on a dit qu'on a un saut une fois sur 7, ça demande quand même de décoder 10 instructions avant. C'est pas forcément. Ça fait peut-être 10 cycles en plus. Et donc ça décale un peu l'exécution. Mais donc en fait, dans vos concours de meilleurs branchements, vous vous battez sur le nombre
de branchement juste que vous avez fait, mais pas la bande passante totale que vous utilisez pour le calcul du programme en fait. C'est que le passé pour prédire l'avenir. Ouais. Euh, Donc c'est pas optimal en fait. Alors, vraiment, alors déjà, il y a on n'en a pas parlé, mais il y a une pénalité quand on se trompe. Il y a une pénalité parce qu'il faut réparer les structures de données qu'on a. On change nos prédicteurs en temps réel. Donc, si on s'est trompé de branchement, va falloir réparer. Oups. Parce qu'on peut avoir chargé en mémoire, en fait, très avancé dans la pipeline, en 4-5 étages. On charge, donc on arrive à l'execute, et là on se rend compte que le branchement n'était pas bon. Donc on est un peu obligé de tout flush pour après aller recommencer à fetch et à décode la bonne instruction. Sachant que potentiellement, on a même touché à notre prédicteur de branchement, on l'a déjà mis à jour, parce que en fait, on prédit les branchements, mais on prédit aussi les mises à jour du prédicteur de branchement pour beaucoup de prédicteurs. Du coup, ça peut vite être très coûteux quand on se trompe, donc, d'où l'idée de minimiser ces erreurs. Et le processeur aussi peut injecter des bulles, il peut injecter en fait des fais rien et attends. Ça, ils savent le faire. Les processeurs peuvent très bien dire attends, parce que on peut avoir le processeur aura cette vision dynamique de dire le mieux ça va être de rien faire parce que c'est ça. Et l'avantage c'est que si je fais rien, je sais que je vais pas avoir la pénalité de me tromper. S'il sait qu'il va se tromper, il peut très bien. Ok. Et oui, il y avait quelque chose que tu as dit qui était assez intéressant. Quand j'avais fait un stage dans un labo et un des thésards, son sujet, c'était de réussir à prédire des patterns, donc des chemins de code qui se sont déjà produits pour en fait sauter beaucoup plus loin et gagner potentiellement 200-300 cycles. Voilà. Alors je sais, je suis parti avant la fin de sa thèse, donc je sais pas si où en était l'avancement. Mais voilà, pour les processeurs haute performance, on peut trouver tout et n'importe quoi. D'ailleurs, quand on commence un peu à chercher, si on commence un peu à fouiller sur les sujets, juste sur la prédiction de branchement conditionnel, c'est un gouffre sans fin. C'est vraiment... Il y avait une autre question. Je veux juste savoir, est-ce que vous savez le coût que ça a d'avoir un prédicteur de branche? Imaginons par exemple qu'on a un programme parfaitement aléatoire, on prend 50%, dans 50% des cas on prend une branche, dans 50% des autres cas on ne la prend pas. Donc le branche prédicteur sert à rien. Est-ce qu'on peut le désactiver? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on gagnerait à le désactiver, si possible? Alors, on peut espérer que, alors si on est dans le cas 50-50, au pire on peut imaginer que si on a un processeur pas trop mauvais, il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à prédire et il va injecter des bulles. Mais parce que je crois que je ne l'ai pas montré là, sur ça, on peut s'amuser en fait à changer, par exemple. On peut s'amuser à y changer. Ah mince, c'est le mauvais. Autant pour moi. Donc là, j'avais mis 50-50. Mais on peut très bien dire je vais générer 80%. Et en fait, le prédicteur, je sais pas mon CPU comment il l'a géré, mais il a réussi à trouver un moyen de s'adapter et d'avoir à peu près un miss rate de 21%. Donc il va réussir à se débrouiller pour... après, ça, on laisse ça à Intel et AMD ou ARM, etc. Et donc il y a des prédicteurs, un prédicteur bien reçu saura se désactiver quand il faut. Mais dans ce qu'on a présenté, je crois, il y en a plusieurs qui... non, il faudrait plutôt... Ce serait plutôt, faudrait des prédicteurs un peu plus compliqués. Mais voilà, c'est... Enfin, puis on peut pas... Déjà, j'estime pas avoir les connaissances pour le faire. Mais je crois qu'en école d'ingé, le cours sur la partie prédiction de branchement, ça a dû, juste sur l'introduction sans rien, ça a dû être une bonne quinzaine d'heures, vingtaine d'heures. Donc là, on en a parlé pendant... là, ça fait 40 minutes. Mais voilà, on peut que effleurer le sujet. Ok, donc un bon branche prédicteur peut se dire qu'il ne peut pas prédire cette branche et n'essaiera plus. Quoi. En fait, si... Et souvent, tu as même le méta-prédicteur fait. En fait, qu'on a dit qu'en fonction des instructions, là, ça peut même être dans l'étape de le méta-prédicteur. Ouais, en fait, il faut se dire que si toi, en fait, il faut vraiment imaginer que toutes les idées à peu près qu'on pourrait avoir là, tous ensemble,
pendant la prochaine semaine qui arrive, on pourrait s'enfermer et réfléchir à comment faire un prédicteur. Ça a déjà été étudié, il y a déjà probablement mieux qui a été fait. Ouais. Ça a été un sujet de recherche énorme parce que c'est directement lié à la performance qu'on va avoir dans nos CPU. Je veux dire, je sais plus, quand j'avais montré la différence, un petit pourcentage, 1% d'écart sur de la prédiction, franchement, c'est un vrai impact en termes de perf derrière. Donc quand les gens font du code qui tourne en permanence 24 heures sur 24, eux, ils vont gagner réellement. Et surtout, la pénalité est lourde quand on loupe un branchement. C'est un peu une des principales problématiques des architectes. Mais bon, enfin, il y a plein d'autres mécanismes prédictifs dans les processeurs. Il n'y a pas que le branchement. Une question. Ouais. Je voulais savoir si le système à pipeline, ça va dans le sens de l'histoire, ça veut dire qu'on va faire de plus en plus loin, ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir dégager ça et mettre une autre technologie. Vas-y. Il y a eu un moment où en fait ils agrandissaient de plus en plus les pipelines et cherchaient à avoir des systèmes de plus en plus complexes avec aussi les jeux d'instructions de plus en plus complexes avec les CISC. Et donc où en fait on avait un code assez réduit avec un assembleur assez compliqué et où une grosse partie du travail au niveau d'optimisation a été fait par le CPU. Et aujourd'hui, notamment avec ARM qui devient de plus en plus important, notamment dans les ordinateurs portables et les téléphones, ils sont allés plutôt vers une pipeline plus courte de 10, où c'est le jeu d'instructions qui est beaucoup plus simple et il va y avoir énormément d'optimisation plutôt au niveau du compilateur. Mais aujourd'hui, on voit par exemple dans les téléphones portables qu'on va plutôt avoir des systèmes spécialisés avec des GPU, des systèmes pour les réseaux de neurones, et donc que le processeur il perd de plus en plus son importance dans les systèmes informatiques. C'est un élément électronique comme un autre avec lequel on développe dessus, quoi. C'est quoi? Alors, la pipeline, on l'a pas trop dit, mais son rôle, c'est aussi d'augmenter la fréquence d'un processeur. En fait, au début, on disait si on doit faire tout, je crois qu'on t'en a parlé, mais si on doit faire tout ainsi que c'est infaisable, parce que quand on a un processeur qui tourne à 3 GHz, je veux dire, tu vas pas aller très loin, donc tu es obligé d'avoir ces étapes où tu sauvegardes pour passer à la suite. Alors, je crois que alors, il y a eu une époque où les grosses pipelines, il y avait 30 étages, puis ils ont diminué, et je crois que la norme c'est plus autour de 20 étages sur les processeurs haute performance. Et en ARM c'est 10. Ouais. Et aussi il y a aussi le fait que mais après, on peut travailler plus petit, donc on réduit le système. Ouais. Dans mon monde de simple de bisounours, quand on exécutait 2 fois le même programme avec les mêmes entrées, on avait la même sortie. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que mon monde, il est complètement faux, en fait. C'est un peu le truc... d'ailleurs, En fait, c'est là où sert l'ISA des opérations assembleurs. C'est qu'en fait, quand on écrit un code assembleur, le contrat du CPU, c'est que ce qui est écrit dans le langage assembleur, il soit exécuté. Mais donc, comme en fait... et donc aussi, il y a beaucoup c'est au niveau de la compilation où ça peut changer, je dirais. Ouais, mais ça, une fois qu'on a compilé, la sortie, elle était générée une fois, ça va être la même qu'elle s'exécutait. Alors que là, en fait, le CPU lui-même va faire des prédictions qui ne seront pas les mêmes d'une exécution à l'autre, parce qu'il aura les tables qui ne seront pas les mêmes, parce qu'il aura les prédicteurs à base d'IA qui vont donner des choses différentes et qui vont... Si le CPU n'a pas de bug, ils vont toujours donner le même résultat, mais qui ne vont pas le donner dans le même temps. Donc ça veut dire qu'on a plus d'indéterminisme dans le CPU que ce que je pensais, en fait. Après, vous avez détruit mon univers. Plein de souvent, quand on parle de Spectre et Meltdown, souvent on introduit quand on parle des caches, mais dans Spectre V2, je crois qu'il s'attaquait au branch target buffer des CPU. Donc il s'attaquait à ce petit truc. Voilà. Donc il y a de l'information qui se perd et on peut manipuler ces structures et ça va changer, ça va réellement changer le workflow de notre programme. Il y a eu des attaques qui se basaient sur des pipelines informatiques. Ouais, c'est ça dont ce qui parle. Spectre et Meltdown, c'est une attaque assez célèbre. C'est des attaques assez célèbres faites en utilisant les mécanismes prédictifs.
que ça lui pose un problème si on passe aux autres? Bah, en fait, c'est moi après, donc je voulais un peu. Bah voilà, parfait. Merci. Merci beaucoup. T'as ton ordinateur?